Vous êtes un chef d'entreprise heureux, vous venez d'investir dans une intelligence artificielle dernier cri, celle-ci permet de booster la productivité de votre entreprise. Puis un beau jour, coup de fil affolé de votre responsable juridique, une class action vient d'être déposée contre votre entreprise puisque votre intelligence artificielle, sans que vous le sachiez, depuis plusieurs mois, discriminait certains de vos clients. Comment ne pas en arriver là? On en parle dans l'Extalk. Pour évoquer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir deux spécialistes. Cécile Terjalu, bonjour. Bonjour. Du cabinet de Gaulle, Florence et Associés. Et puis à vos côtés, on accueille Guillaume Santiago. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur d'Onlinov, un courtier en assurance pour entreprises innovantes. Alors, on le voit, hein, on va revenir sur ce cas de ce chef d'entreprise qui, du coup, perd un peu le sommeil. Mais avant de rentrer dans le détail, peut-être revenir sur les grands principes, et notamment d'un point de vue juridique. Comment est-ce que le droit aborde ces questions d'intelligence artificielle, Cécile? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on est sur de l'IA faible. Avec de l'intelligence artificielle, on veut simuler le cerveau humain. Alors, le cerveau humain, lui, fonctionne avec évidemment une mémoire, mais aussi des souvenirs, des émotions. L'intelligence artificielle a de la mémoire, énormément de données disponibles, de plus en plus, c'est auto-apprenant, mais aussi des processeurs. Mais il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas d'émotions. Et c'est une grande différence qui est notée par les scientifiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un dispositif juridique qui suffit et qui ne nécessite pas de création de responsabilités propres, par exemple de l'intelligence artificielle, parce que ça serait prématuré. Ça veut dire qu'on peut utiliser de la responsabilité de droit commun. C'est encore traité comme une voiture presque. C'est traité comme une voiture. La jurisprudence évolue. Les instances, par exemple européennes, poussent à réfléchir à l'évolution des régimes juridiques de responsabilité, mais pour l'instant, ça ne s'impose pas compte tenu de l'état d'avancement de l'intelligence artificielle, malgré les énormes progrès qui ont pu être réalisés jusqu'à maintenant. Alors cette question de biais, hein, ça a défrayé la chronique au travers d'exemples récents dans ce milieu de l'intelligence artificielle. Guillaume, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Alors, la question de biais, elle est beaucoup due au fait qu'on donne de l'autonomie à l'intelligence artificielle. Et on voit bien que c'est important de définir quelle autonomie on veut donner pour quel type d'application. Bien sûr, quand il s'agit de nous conseiller des musiques sur une application, on peut perdre un petit peu de liberté de choix, mais il n'y a pas d'enjeu dramatique pour l'utilisateur. Par contre, quand on est dans des applications beaucoup plus sensibles, par exemple dans le secteur de la santé, de l'aide au diagnostic, on va avoir une réflexion approfondie sur l'autonomie qu'on peut donner, parce que on voit bien dans les actualités récentes que certaines expériences ont fait croire que l'intelligence artificielle était très puissante, là où elle se trompait. On a des articles du mois de février qui nous parlent par exemple d'une expérimentation dans l'université de Washington aux États-Unis, où des scientifiques ont fait reconnaître par une intelligence artificielle un chien d'un loup. Ils ont produit un grand nombre d'images pour les entraîner et ils ont été extrêmement satisfaits d'un résultat proche de 100%, avant de se rendre compte que l'intelligence artificielle ne reconnaissait pas le loup, mais qu'elle reconnaissait la neige qui se situait dans le paysage autour du loup. Comme quoi, vous imaginez ce que ça peut donner pour des applications comme la santé. On va faire des diagnostics sur la base d'une personne qui aurait des cheveux blancs et pour lesquels on imaginerait que c'est un symptôme d'une maladie. Mais ça n'est pas, rassurez-nous. Et ça n'est Pas forcément. Ça n'est pas en tout cas un symptôme suffisant à faire un diagnostic. Voilà, donc on a deux techniques qui permettent de limiter ce biais, des techniques d'apprentissage supervisées qui font que la machine va apprendre sous le contrôle de l'homme qui va valider que ce qu'engrange la machine est pertinent. Et puis, on va fonctionner également par itération, c'est-à-dire qu'on va faire apprendre la machine, on va figer une situation et l'exploiter pendant que la machine continue à apprendre en parallèle. Alors, il y a quand même un point critique quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quand la décision revient à la machine finalement, parce que parfois c'est le cas, on peut penser à la voiture autonome, le diagnostic médical va peut-être arriver à cela un jour. Comment est-ce qu'on peut dormir tranquille dans ce contexte? C'est vrai qu'il y a énormément d'atouts, fiabilité technique accrue, on parle de l'imagerie médicale et de la détection des tumeurs. Une machine fait ça mieux maintenant qu'un homme. On parle de recentrage des métiers sur la relation humaine.
Et c'est-à-dire que les tâches pénibles sont industrialisées grâce à l'IA, et puis le médecin, par exemple, se concentre sur son patient. Le volet vraiment négatif, c'est le fait que ça nous échappe. La machine va décider pour nous. À notre place, oui. À notre place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a plusieurs mesures, il y a beaucoup de mesures. On peut citer quelques exemples. Les mesures de prévention, par exemple dans la recette de l'outil d'IA, dans le contrôle, le crash test. On peut citer des mesures d'information, comment informer les utilisateurs et leur faire assimiler l'information et démontrer qu'elle est assimilée. La formation des professionnels qui utilisent, encore le cas des médecins, c'est fondamental. Des mesures de contrôle qualité, c'est-à-dire sur toute la chaîne de production d'utilisation de l'IA, comment on s'assure que cette délégation finalement est réalisée à bon escient et pas exagérée et surtout n'entraîne pas de biais. Et puis je dirais qu'il y a un élément qui est important, on en parle en santé en ce moment et en matière d'éthique, c'est la notion de garantie humaine pour tester et peut-être prendre des échantillons de décisions prises par une intelligence artificielle et donc pour lesquelles la décision a été déléguée. Eh bien, on met un comité d'experts qui va, sur une base régulière, tester et reprendre la décision sans l'IA et vérifier et comparer et vérifier la fiabilité. C'est bien fiable. Voilà. Quand le contexte le permet. Oui, Guillaume voulait... Oui, je rajouterais, c'est ce que je viens de dire, qu'il faut vraiment utiliser la bonne autonomie par rapport à la bonne application. On a, nous, des clients dans le secteur des véhicules autonomes et dans le secteur de la santé, par exemple, qui sont deux sujets qui, d'un point de vue juridique, ont beaucoup de similitudes en matière de responsabilité. Et pour autant, l'autonomie laissée à l'intelligence artificielle est complètement différente parce que les applications sont différentes. Un véhicule autonome, vous avez, quand vous conduisez une voiture, l'obligation de pouvoir prendre une décision dans l'espace d'un instant. Quand vous devez freiner d'urgence par exemple. Croire qu'une personne dans le véhicule va identifier le risque et reprendre le contrôle alors qu'elle n'est pas concentrée sur la route, c'est utopique. Dans le secteur de la santé, c'est complètement différent. Quand vous posez un diagnostic, une intelligence artificielle peut aider le médecin, mais le médecin n'a pas d'urgence à poser le diagnostic. Il peut prendre le temps d'analyser ce qui a été produit par l'intelligence artificielle et de prendre une décision. Et c'est là où on voit bien la différence entre un véhicule qui va être autonome et un médecin qui va être augmenté, mais la médecine ne va pas devenir du jour au lendemain autonome. Si je reviens sur l'exemple que je citais en introduction de ce chef d'entreprise tout content de son intelligence artificielle et puis qui un beau jour se rend compte qu'elle fait de la discrimination, qu'est-ce qu'il aurait dû anticiper davantage? Spontanément, on s'est dit qu'il a peut-être manqué dans le processus un système de contrôle qualité, à la fois jusqu'à la fourniture du produit fini d'IA, quand bien même on puisse parler de produit fini pour l'IA qui est toujours en évolution, mais une recette, des tests, et puis après un contrôle qualité en aval une fois que le client utilise l'IA. De façon à s'apercevoir du problème bien en amont et non pas au bout de X temps. Bon, malgré tout, c'est aussi votre quotidien, hein, en tant qu'assureur, en tant qu'avocat, quand un problème survient, qu'est-ce qu'on fait? Et là, qu'est-ce qu'il peut faire, ce chef d'entreprise? Pour compléter la phase amont, et puis ça va aussi avec la phase de gestion de sinistre, c'est le volet contractuel, comment on anticipe et comment on gère ce sinistre qui survient ou qu'on veut éviter. Et donc les clauses contractuelles qui vont bien, de garantie, de responsabilité, peut-être d'encadrement de limitation de responsabilité, à la fois dans un contexte B2B, B2C, et puis d'informer les gens, puisque l'IA c'est en développement, c'est forcément aléatoire. Il faut mettre un panneau work in progress. Work in progress, c'est quelque chose qui peut engendrer un risque. Je vous préviens, vous utilisateurs, et on utilise cet outil, je dirais, ensemble, et je vous forme et je vous informe pour anticiper ce risque. Donc c'est de la construction et de l'anticipation et de la gestion. De la co-construction, on pourrait dire. Si vous voulez, le système de protection d'un dispositif quel qu'il soit, c'est un millefeuille de différentes strates de sécurité qui peuvent être technologiques, organisationnelles, humaines. Et la dernière couche du millefeuille, le glaçage, c'est le contrat d'assurance. C'est celui qui, quand toutes les couches ont été insuffisantes à empêcher la crise, va permettre d'apporter des solutions techniques et financières pour résoudre la crise. Le premier réflexe des assureurs quand on a des contentieux sur des problématiques informatiques, c'est de se plonger dans le contrat commercial passé entre l'entreprise et son client. D'où l'importance de rédiger ça de façon précise et d'anticiper. Donc il y a deux aspects, le contrat commercial et identifier les causes de l'incident et la nature du préjudice qui est subi par la personne en face. Et avec ces trois composantes, on va pouvoir tout de suite déterminer, avoir une idée
de jusqu'où notre responsabilité peut être engagée, jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir être amené à indemniser la personne ou l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, il faut aller plus loin dans les compréhensions techniques, et là le recours aux bons experts c'est indispensable. Il faut avoir des experts qui sont capables de comprendre ce que c'est que la complexité d'une infrastructure informatique, particulièrement dans le cloud avec de nombreux acteurs, et encore plus avec de l'intelligence artificielle, où le client lui-même, l'utilisateur, au travers de ses données, au travers de l'entraînement de la machine, est partie prenante de la complexité de l'algorithme. Donc ces experts vont permettre de comprendre les origines de l'incident qui vont être déterminants pour déterminer la responsabilité. Et c'est ça la raison aussi pour laquelle vous travaillez ensemble, il faut une compétence, de multiples compétences autour de la table? Oui, parce que ça nous permet d'appréhender le risque, de l'anticiper et puis de le gérer quand il survient. Donc on intervient sur les contrats, on intervient sur la coordination entre l'assurance et l'activité opérationnelle. Et puis aussi, on construit, on éduque, si je peux dire, les clients à penser à se prémunir et à documenter toute leur activité, ce qui va alimenter le travail de l'assureur si le sinistre survient. Documenter par exemple l'information qui a été donnée au client et comment je prouve que j'ai délivré cette information et qu'elle a bien été digérée. Ça c'est un exemple. Exactement. Et d'ailleurs très souvent le travail de rédaction des clauses de responsabilité et d'assurance dans les contrats commerciaux passés par les entreprises, c'est un travail à quatre mains entre l'avocat et l'assureur et qui se fait coordonné par le client qui va vous poser des questions à l'un et à l'autre, mais les deux ont vraiment un apport complémentaire dans ces sujets-là. Très bien. Alors on va finir par une petite question presque philosophique. Prenons un cas de figure où je suis victime d'une intelligence artificielle, quel que soit le cas. Est-ce que vous pensez que les conséquences pour l'entreprise qui l'a mise en œuvre et qui vend ce service vont être différentes de celles qu'on peut trouver aujourd'hui quand c'est une erreur humaine? C'est une question quand on a affaire à une entreprise, c'est une question aussi quand on a affaire à un individu. L'intelligence artificielle, on nous explique depuis des années qu'elle est infaillible. Et du coup, si elle devient faillible, si on se rend compte qu'elle fait des erreurs, il va y avoir un sentiment très fort d'injustice, de tromperie. Donc vous allez avoir une victime qui va peut-être surréagir dans l'estimation de son préjudice par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir dans une situation qui n'implique pas d'intelligence artificielle. Et puis vous allez souvent avoir derrière un gros acteur. On reprend l'exemple du véhicule autonome. Vous n'allez pas avoir un conducteur, monsieur ou madame tout le monde derrière son volant. Vous allez avoir le fabricant automobile qui a conduit le véhicule avec son logiciel. Donc vous avez une stratégie de deep pocket qui peut se mettre en place. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent et qu'on va aller rançonner d'une certaine façon. La méfiance est accrue. Vous allez avoir une méfiance accrue parce que vous êtes face à un gros acteur, vous vous sentez faible, vous allez avoir l'impression d'être trompé par principe, etc. Donc, je disais, c'est pas vraiment juridique, c'est plus du domaine de l'irrationnel, parce que le juridique, il va appréhender les faits et les outils juridiques qui vont avec. Mais donc il y aura un traitement qui sera différent, ou un ressenti peut-être différent. Il y aura peut-être un ressenti différent. Nous en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on croit. Et un ressenti qui pourrait être appuyé selon les cas de figure par la décision d'un juge ou si on n'est pas en France, par exemple un jury populaire qui peut avoir aussi ce sentiment. Comment anticiper ça? C'est la question qu'on peut se poser. Comment gérer ça sur le plan des polices d'assurance en Exactement. amont? Donc nous vraiment, notre recommandation, c'est d'en tenir compte quand on détermine le montant garanti de son assurance et de rehausser les montants en fonction de la nature des dommages qui peuvent être impliqués par l'intelligence artificielle. Et puis, communication de crise adaptée. Bien sûr. Bon, vous voyez, c'est un vaste sujet. Merci à tous les deux d'avoir exposé celui-ci dans cette émission. On rappelle peut-être, Cécile, que le cabinet organise des cycles de conférences, notamment sur ce sujet lié à l'intelligence artificielle. Pour s'inscrire, on vous invite à contacter le cabinet directement en écrivant à contact@dgfla.com. L'adresse va s'afficher à la fin de l'émission. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci pour vos propos et à très bientôt pour un prochain épisode de Lex Talk.